Bonjour, je m'appelle Jaël Giguère, étudiant en quatrième année de génie physique à Polytechnique de Montréal. Je fais cette présentation dans le cadre de mon évaluation finale orale pour obtenir mon crédit CEO. Comme j'ai fait mon projet 3 en échange à l'Université technologique de Chalmers en Suède, je fais cette présentation-là pour parler du projet de simulation que j'ai fait en échange. Donc, le titre de ma présentation est Projet de simulation, configuration atomique et électronique du sodium sous forme de nanogramme. Tout d'abord, comme plan, on a fait 5 mini-projets au total dans notre cours, mais par contre, je vais seulement en aborder 2 ici parce que c'est les deux qui sont reliés, c'est les seuls 2 qui sont reliés ensemble et qui, selon moi, sont aussi les 2 plus intéressants. Les 2 projets sont les suivants: structure de nanographes de sodium et spectre d'excitation de nanographes de sodium. On a fait des simulations numériques avec un super ordinateur qui nous a été fourni par l'école, ce qui a vraiment été très, très intéressant parce qu'on a pu faire des calculs vraiment plus poussés que ce qu'on aurait pu s'imaginer ou faire avec simplement nos ordinateurs. Ce qui est important de préciser par l'appellation de nanograppe, c'est qu'on veut dire une nanograppe, c'est en fait un amas d'atomes qui va avoir entre 5 et 20 atomes de ce type-là. Donc, c'est un peu entre un atome et une nanoparticule, parce qu'une nanoparticule, c'est plutôt dans le nombre des centaines d'atomes. Donc, on voit ici l'appellation de nanogramme. Pour faire nos calculs, on a utilisé la théorie de la DFT, qui veut dire Density Functional Theory. Traduit en français, ce serait la fonctionnelle de densité. Ça, en fait, c'est une méthode de calcul quantique qui pourrait potentiellement être exacte, dépendamment des approximations qu'on fait. Ça se base sur l'équation de Schrödinger avec l'approximation de Born-Oppenheimer. Cette approximation dit en fait qu'on suppose que les noyaux des atomes vont être immobiles et qu'ils ne vont pas bouger. Donc, techniquement, ça simplifie beaucoup le calcul du potentiel et permet maintenant de résoudre l'équation de Schrödinger qui était auparavant impossible à résoudre de manière analytique vu sa complexité. Par la suite, la DFT se base aussi sur une théorie amenée par Kohn et Sham, 2 scientifiques des années 1900, qui suppose en fait qu'au lieu que les électrons soient tous interdépendants et interagissent les uns sur les autres, qu'ils soient tous indépendants, mais qu'ils agissent dans un potentiel externe qui est inconnu. C'est là, en fait, qu'on va faire des approximations pour trouver ce potentiel-là, surtout des approximations au niveau du potentiel d'échange-corrélation qui permet de faire une correction sur l'énergie cinétique des électrons et l'interaction entre eux et avec le potentiel externe. Donc, pour le premier projet, qui est la structure d'un nanogramme de sodium, le but, c'était d'étudier la structure électronique et atomique d'amas de 6, 7 et 8 atomes de sodium. Comment? On a utilisé la DFT et un algorithme génétique pour trouver la configuration la plus stable. Un algorithme génétique, ce que ça fait, en fait, c'est qu'initialement, ça va créer une population de X nombre d'atomes, qui était dans notre cas 50, de nanogrammes, pardonnez-moi, qui par la suite va regarder dans ces 50-là lesquels sont les plus probables d'être la configuration la plus stable, de garder ceux-là, d'ensuite les modifier de quelque manière et de regarder encore une fois avec cette nouvelle population-là lesquels seraient potentiellement la configuration la plus stable. Avec ça, on va obtenir au final les configurations les plus stables. Comment on a fait? On a premièrement fait une proposition de la structure initiale selon notre meilleure intuition. On a ensuite fait les mutations et les combinaisons avec l'algorithme génétique. On a relaxé la structure avec un potentiel de Nanorn-Jones pour réduire la distance entre les atomes avec un potentiel qui était très simple, celui de Nanorn-Jones. Et par la suite, on a calculé l'énergie pour voir quelle structure était la plus stable. Évidemment, la plus stable va avoir l'énergie de cohésion la plus faible. Comme résultat, on peut observer pour 6 atomes à gauche notre proposition initiale et à droite le calcul final de la structure. Ce qui est important de regarder, c'est que pour le cas de 6 atomes en particulier, la structure la plus stable est en 2 dimensions et non en 3 dimensions. Pour cet atome, on voit que notre configuration initiale était déjà un peu plus proche de la réalité. Et maintenant, pour 8 atomes, on voit qu'on est quand même, encore une fois, pas trop loin. Par la suite, on peut observer dans les tableaux les énergies de cohésion qui, à gauche, sont ceux de nos propositions initiales et à droite, ceux des calculs finaux. Comme on peut voir, les énergies dans le tableau de droite sont plus faibles pour chacun des nanogrammes, ce qui est très normal parce que ces structures-là sont plus stables que nos propositions initiales.
On a aussi regardé la fonction d'onde des nanograppes, qu'on peut remarquer à gauche, qu'elle ressemble beaucoup à la fonction d'onde 1S de l'atome d'hydrogène et à droite à la fonction d'onde 2P de l'atome d'hydrogène. Ce qui est une observation très intéressante, mais à la fois très plausible, parce que les nanograppes ressemblent vraiment beaucoup à l'atome d'hydrogène. Par la suite, le deuxième projet était le spectre d'excitation de nanograppes de sodium. Le but, c'était de trouver le spectre de photoabsorption de nanograppes de sodium de 8 atomes. Comment? On a utilisé la TDDFT, qui serait la Time Dependent Density Functional Theory. Donc, encore une fois, la théorie de fonctionnelle de densité, mais cette fois-ci, on amène une dépendance temporelle. Et avec ça, on peut calculer numériquement les spectres d'absorption. On a regardé en fait 4. On a regardé la réponse linéaire de JPA, la méthode Cassida calculatoire, le spectre de Consham et la propagation temporelle de JPA. JPA, en fait, c'est une librairie sur le logiciel de programmation Python qui a été mise à notre disposition, qui nous permet en fait de faire des calculs vraiment très, très puissants sans qu'on nécessairement ait besoin de tout calculer nous-mêmes, en fait. Ça a déjà tout été implémenté par des scientifiques qui ont des années et des années de recherche dans ce domaine. La méthode Cassida calculatoire était, elle, une méthode qu'on a dû calculer nous-mêmes à partir d'une résolution d'une équation aux valeurs propres. Donc ici, en regardant la réponse linéaire de JPA et la méthode Cassida calculatoire, et en comparant les deux, comme on peut voir sur le graphique à la droite, ils sont vraiment, vraiment superposés, ce qui veut dire que les deux spectres donnent exactement la même valeur, ce qui est attendu. En effet, la réponse linéaire de JPA était très simple à calculer avec seulement une fonction sur Python. Et la méthode Cassida calculatoire, on a dû calculer nous-mêmes les forces d'oscillation de la photoabsorption à partir des différentes à partir des différentes énergies entre les états, la différence de population de ces états et les moments dipolaires. Par la suite, on a calculé le spectre de Consham, qui est en fait un spectre beaucoup plus simple, car il ne prend pas en compte le couplage entre les états, ce qui fait en sorte que ce spectre est quand même très différent des autres qu'on a vus avant. Par contre, il peut quand même nous donner une certaine idée de la photoabsorption de la molécule. Par la suite, le dernier qu'on a calculé est la propagation temporelle de JPA, qui donne encore une fois une réponse très, très similaire aux deux premiers spectres calculés. Par contre, l'avantage de cette propagation temporelle-là, c'est qu'elle est vraiment moins coûteuse en termes de calcul. Donc, lorsqu'on va avoir des réponses rapides, c'est vraiment plus simple de calculer avec la propagation temporelle que toutes les autres méthodes énoncées plus tôt. En conclusion, ces deux petits projets-là nous ont permis de voir que la DFT est vraiment très utile, mais qu'elle peut être très coûteuse en puissance de calcul, d'où pourquoi on utilisait des superordinateurs. Par la suite aussi, on peut voir qu'il y a une possibilité d'amélioration du modèle en utilisant de meilleures approximations. Pour nous, on utilisait l'approximation la plus simple lors de nos calculs, qui serait la LDA, qui en fait approxime les électrons comme un gaz électron. Mais par contre, il y a de nouvelles méthodes, comme la plus récente à ce jour, qui est la B3LYP, développée par plusieurs scientifiques, qui est vraiment plus précise, mais vraiment, vraiment plus compliquée et dépasse définitivement mes compétences pour l'instant dans ce domaine-là. Pour terminer, j'aimerais remercier Magnus Ram, le superviseur du premier projet, Niklas Österbacka, le superviseur du deuxième projet, et Maxime Moreau, mon coéquipier pour ces projets. Donc, j'espère que vous avez apprécié et merci.